Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Cyril Duchamp, je suis journaliste. Bienvenue à ce webinaire d'OPCO-EP consacré à la transition écologique et énergétique, le troisième d'une série qui va nous mobiliser tout au long de l'année 2025. Et puis, c'est le premier qui est dédié à une branche, celle de la promotion immobilière. Alors, sachez que les deux premiers webinaires sont consultables en replay sur la chaîne YouTube d'OPCO-EP. Vous devriez avoir les liens hypertextes pointant vers ces webinaires qui ne vont pas tarder à s'afficher dans le chat, c'est-à-dire l'outil qui se situe à votre droite. Outil qui vous sert aussi on vous enverra un certain nombre de ressources via des liens comme ceux qui vous sont là proposés. Et ce chat, évidemment, va vous servir à poser des questions tout au long de ce webinaire à nos différents intervenants. Un petit point très rapide sur le programme qui nous attend pour l'heure qui vient. Nous allons avoir d'abord une ouverture paritaire de la branche et puis un expert de FPI, de la Fédération des promoteurs de l'immobilier, qui nous apportera son éclairage sur les enjeux, les perspectives en termes de transition écologique et énergétique pour le secteur. Nous aurons évidemment des témoignages d'entreprises pour nous apporter leur point de vue sur les problématiques posées, les enjeux auxquels ils doivent faire face, mais je dirais surtout les solutions très concrètes qu'ils ont pu prendre avec des actions très précises. Et puis, bien sûr, à la clé, une présentation de l'offre de service d'OPCO-EP qui pour un accompagnement individualisé, sur mesure, je dirais, des différentes entreprises. Et puis enfin, nous aurons un mot de conclusion par la branche. Alors, sans plus attendre, je vous propose d'accueillir les paritaires de la branche pour un mot d'ouverture avec Emmanuelle Ray, qui donc représente la branche promotion immobilière pour le collège employeur. Elle est également en charge des affaires sociales et de la formation à la FPI. Et Emmanuel Brie, qui représente le collège salarié pour la branche promotion immobilière et qui travaille chez Nexity. Bonjour Emmanuel Brie, vous avez un mandat délégué syndical CFDT au sein de Nexity. Alors, le temps que Emmanuel Ray nous rejoigne, Emmanuel Brie, peut-être un mot rapide sur la tenue de ce webinaire. Je le disais en introduction. C'est le premier de la série qui est consacré à une branche en particulier. Alors, est-ce qu'il y a une intention particulière à mettre en avant du côté de la promotion immobilière? Bonjour, oui, en effet, ça tombe bien qu'on démarre par la branche de la promotion immobilière parce c'est vrai que dans le métier, on a un complexe, on souffre un peu d'une mauvaise image vis-à-vis de la transition écologique. Moi, j'ai toujours cette anecdote que je sors assez souvent où ma fille, revenant du cinéma, me dit Papa, je viens de comprendre ton métier, c'est toi qui détruis les forêts pour construire les logements. C'est cruel. Oui, c'était assez cruel et je me suis dit mince, il y a quelque chose qui se passe pas bien. Donc, en effet, pourtant notre métier est noble et à la base c'est de loger les gens. Et je pense qu'il est nécessaire de profiter de cette transition écologique justement pour qu'on change d'image et qu'on continue à vendre des logements, mais de manière beaucoup plus vertueuse. Voilà ce que j'ai à dire. Oui, et puis si je peux me permettre, on le verra tout au long de ce webinaire, mais il y a un certain nombre d'actions très concrètes qui ont été entreprises du côté des entreprises. On peut dire que le changement est clairement en route. C'est bien ça, hein. Alors, Emmanuel Ray, toutes ces actions de la branche promotion immobilière s'inscrivent aussi dans le cadre d'un EDEC, donc cofinancé par l'État et l'OPCO-EP. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, effectivement. Merci Cyril. Comme vous l'avez dit, la transition écologique et énergétique est en marche déjà depuis plusieurs années dans la profession. Quand on a voulu un petit peu creuser la question, essayer de comprendre et d'analyser ce qui était en train de se passer, les impacts de la transition écologique et énergétique sur la promotion immobilière et notamment sur la partie ressources humaines et développement des compétences qu'il allait falloir mettre en œuvre, on a pu effectivement s'appuyer sur
l'OPCO-EP qui s'est inscrit et dans le cadre d'un EDEC cofinancé par l'État et l'OPCO-EP, et ce qui nous a permis de mener ces travaux d'études assez complets. Voilà, et vous pouvez retrouver en fait toutes les productions qui ont été faites sur le site de l'OPCO-EP. Et dans l'ensemble des livrables spécifiques à la promotion immobilière sont téléchargeables également sur le site de l'Observatoire des métiers de la branche promotion immobilière, et vous avez dans le chat les liens qui se sont affichés. Oui, voilà, j'allais le préciser. Effectivement, vous avez donc toutes les ressources sur votre droite dans le chat. À noter que il y a un nombre intéressant d'analyses qui sont produites. La branche est plutôt en avance sur la production au niveau de l'EDEC. Alors, nous allons avoir un éclairage d'un expert, Franco Vorka, de la FPI, mais avant de lui donner la parole, peut-être un mot très rapide, Emmanuel Brie, Emmanuel Ray, sur les grands constats qu'on peut dresser au niveau de la transition écologique, en tout cas les constats que fait la branche. Moi, dans mon métier et dans notre société Next City, on voit déjà la mutation qui est déjà opérée. Hein. On voit déjà des transformations d'usage, des bureaux qui se transforment en logements, des régénérations de sites industriels, mais aussi de la densification dans certaines zones artisanales. Là, on peut situer, par exemple, un partenariat avec Carrefour où toutes les entrées de ville vont être régénérées et densifiées en mettant du logement à l'intérieur des sites Carrefour. Donc oui, la transition est vraiment en cours, même si on a encore des incertitudes sur des incertitudes politiques sur le sujet. On ne sait pas si l'écologie demeurera une priorité première, mais en tout cas, perdons pas de temps pour les générations futures qui nous attendent au rendez-vous. Donc déjà des choses très concrètes mises en place. Emmanuel Ray, peut-être un mot sur les enjeux qui nous attendent. Parce qu'il y a un certain nombre de défis qui ont d'ores et déjà été relevés, mais il y en a encore à venir. Effectivement, l'étude d'ailleurs nous a bien aidé à identifier les 10 enjeux clés portés par la profession. Donc, et qui vont être ensuite développés par Franck juste après. Mais effectivement, la transition, elle est en marche, elle est bien en marche, et c'est une transition qui est vraiment globale et vraiment sur tous les fronts. Ça va concerner aussi bien la gestion des déchets, la préservation de la biodiversité, le cycle de l'eau, le respect en fait de la réglementation environnementale, en fait, cadre l'ensemble et donne finalement une trajectoire progressive en la matière. Et c'est vraiment une évolution dans la pratique qui va embarquer la profession, bien évidemment, changer ses pratiques et au-delà de ça, finalement, tout l'écosystème de la construction. Merci beaucoup Emmanuel Ray, Emmanuel Brie pour votre intervention. Je vous propose de passer maintenant la parole à Franco Vorka, donc qui est directeur technique et de l'innovation de la FPI, la Fédération Promoteurs Immobiliers, qui va nous dresser un peu le panorama, les enjeux et les perspectives qui s'offrent aujourd'hui aux acteurs de la promotion immobilière. Je pense qu'on va beaucoup parler de la nécessité d'anticiper. Bonjour Franco Vorka. Alors, l'OPCO-EP a réalisé pour la branche immobilière plusieurs études dans le cadre de l'EDEC dont il a été question avec Emmanuel Brie et Emmanuel Ray. Je rappelle, documents qui sont donc consultables en ligne. En quelques mots, quelle est la situation constatée et puis comment les entreprises se positionnent-elles aujourd'hui globalement face à ces enjeux? Bonjour Cyril, bonjour à toutes et à tous. Merci encore pour cette invitation. Alors pour répondre à votre question, je crois qu'il faut faire déjà un petit retour en arrière. Effectivement, comme le disait Monsieur Emmanuel Brie, on pâtit d'une image qui date des années 60-70, où la France a dû reconstruire massivement et peut-être pas toujours de la meilleure façon, même si ça a quand même permis de faire 1 million de logements par an
lors de la pointe de la production et de loger tous les Français dans des conditions sanitaires largement supérieures à ce que c'était avant la Seconde Guerre mondiale. Donc oui, on pâtit de cette image. Alors, et c'est dommage parce que si vous prenez un peu aussi de recul, cette fois-ci, on regarde les 25 dernières années, il s'est mis en œuvre en 25 ans 5 réglementations thermiques successives qui nous ont fait passer d'une consommation moyenne du parc résidentiel de 250-300 kWh mètre carré par an à la production neuve aujourd'hui qui est à moins de 50 kWh mètre carré par an d'énergie primaire. Donc une division par 5 ou 6, tout ça en 25 ans. Et donc malheureusement, si vous voulez, dans l'esprit des gens, on est resté sur une vision d'il y a 50 ou 60 ans, alors que le secteur a très très fortement progressé, 5 réglementations environnementales, et aujourd'hui la réglementation environnementale 2020, dont les seuils viennent d'être renforcés au 1er janvier 2025, nous place d'ores et déjà dans la réglementation que la directive européenne souhaite voir mise en place en 2030. C'est-à-dire que grosso modo, ça nous fait entre Ça veut dire qu'on a pris de 5 à 8 l'avance ans alors, d'avance. si je comprends bien. Si je comprends bien, ça veut dire que les entreprises françaises, avec ces réglementations successives depuis 25 ans que vous venez d'évoquer, a peut-être pris un peu d'avance par rapport aux Ah bah, exigences européennes. c'est pas un peu, c'est beaucoup. Et je pense que, comme l'a dit Monsieur Brie, beaucoup de collaborateurs sont un peu désarçonnés par la manière dont nous sommes vus, dont certains veulent toujours nous faire plus, alors qu'en réalité, avec toutes ces contraintes, on est champion d'Europe, voire champion du monde sur la performance environnementale, l'analyse de cycle de vie, la performance en termes de carbone. Je dis pas qu'il faut pas faire mieux, bien sûr, il faut toujours faire mieux. Mais aujourd'hui, force est de constater que quand je regarde l'état de nos performances par rapport à nos collègues européens, voire mondiaux, on est vraiment parmi les leaders. Donc voilà, Hmm. je pense que beaucoup de nos collaborateurs, et c'est pas pour rien d'ailleurs, je pense que nous sommes les premiers à pouvoir faire ce travail aujourd'hui. D'accord, donc des efforts réels qui permettent tout de même à la profession, en tout cas au niveau de la France, hein, je parle, d'avoir pris un coup d'avance au niveau européen, voire au niveau mondial. Alors, une question par rapport aux conséquences en termes d'évolution, de transformation des métiers. Comment est-ce qu'il faut comprendre cette problématique? Est-ce qu'on assiste à des nouvelles organisations des ressources humaines avec l'émergence de nouveaux métiers? C'est une transformation, c'est une évolution, comment est-ce qu'il faut le qualifier? Moi, je dirais que par rapport à d'autres collègues en Europe, nous, on est plutôt dans une évolution qui va être importante parce qu'effectivement, on doit faire des choses très performantes et on doit maîtriser les coûts. Parce que faire de la performance en petite série très très chère, c'est pas facile, mais c'est faisable. Par contre, faire de la performance de très haute qualité en très grande série et avec des coûts abordables pour l'ensemble de nos concitoyens, ça demande une organisation qui doit évoluer de manière extrêmement importante. Ça veut dire que tous nos collaborateurs, depuis le dirigeant, et j'insiste, parce que c'est vraiment extrêmement compliqué pour les dirigeants de venir comprendre ce qu'est une analyse de cycle de vie, un poids carbone, des choses, mais pour tout le monde, hein, un dirigeant comme pour un collaborateur. Et donc se plonger là-dedans, maîtriser ces concepts avec une exigence qui est extrêmement élevée, avec des concepts nouveaux. On ne parlait pas de carbone il y a 5 ou 10 ans, on parlait d'énergie éventuellement. Là, maintenant, on parle de carbone, d'analyse de cycle de vie, de coût global. Donc, vous voyez que tous ces sujets sont particulièrement complexes, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont compliqués, mais il faut prendre le temps et se former pour se mettre dedans. Je rappelle aussi que contrairement à l'énergie, le carbone ne se mesure pas. Je ne peux pas mettre un compteur sur un équipement ou sur une personne pour savoir combien elle émet de carbone. Ça se calcule, donc c'est là aussi un niveau de complexité supplémentaire. Donc sur les organisations, effectivement, ça va obliger l'ensemble des collaborateurs techniques, juridiques, contractualisation, achat, production, conception, à beaucoup plus travailler ensemble, avec des pôles d'expertise qu'on voit apparaître dans les entreprises, avec des pôles d'expertise environnementale, et une organisation RH, comme je le disais, qui ne va pas être remise en cause de manière radicale, mais avec une nécessité d'être beaucoup plus collaboratif. Et on ne peut plus, je pense, se permettre dans les prochaines années, si on veut être performant tant en termes environnementaux
que en termes financiers, de travailler en silo. Et il faut vraiment que les objectifs de performance soient partagés par toutes les équipes qui sont partie prenante à la réalisation d'un programme. Alors, on se retrouve, de ce que vous nous dites, face à plusieurs défis ou enjeux, puisque vous parliez de maîtrise des concepts, et quand on parle de maîtrise des concepts, c'est aussi bien sur les aspects généraux, c'est-à-dire on peut dire sur l'approche scientifique, en tout cas une vulgarisation, mais aussi bien sûr sur le cœur de métier, donc au niveau des techniques, des concepts techniques, et puis il y a cette remise peut-être pas à plat, mais en tout cas une introduction de changements dans les organisations avec davantage de collaboratifs. Alors, tout cela mis bout à bout, on imagine qu'il faut à la clé une montée en compétences. Et comment faut-il envisager cette question? Je pense qu'elle se déroule à plusieurs échelles. C'est-à-dire d'abord une acculturation, permettre à tout le monde d'être formé, enfin informé et bien informé sur des concepts. Je prends toujours l'exemple du carbone. Qui sait faire la différence dans notre public entre les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de CO2? Pourtant, ça s'exprime quasiment pareil en CO2 par mètre carré ou en CO2 équivalent. Et ce n'est pas les mêmes ordres de grandeur. Vous voyez, c'est déjà cette acculturation, pour donner un exemple. Ça veut dire aussi se former avec une évolution des modèles contractuels, parce que du coup, il faut intégrer dans nos contrats, dans notre système de programmation, ces nouvelles thématiques. Ça veut dire donc avoir les compétences pour les écrire correctement. Il ne s'agit pas de dire je veux que ce soit carbone zéro. Aujourd'hui, ça c'est plus possible. Et donc il faut rentrer beaucoup plus dans la capacité de définir vraiment en détail ce dont nous avons besoin. Comme je le disais tout à l'heure, ça veut aussi dire accompagner, former nos dirigeants, les chefs d'entreprise, les dirigeants pour qu'ils puissent eux aussi maîtriser ces concepts et arrêter de dire que le bâtiment est un gros émetteur de carbone, par exemple, parce que c'est pas vrai. Le plus gros émetteur, c'est en premier lieu la mobilité et les transports, puis l'agriculture et l'alimentation, et enfin le bâtiment. Vous voyez, c'est là aussi, c'est sortir des préconçus, et puis aussi pour nos collègues, comme je le disais tout à l'heure, ça va faire évoluer les modes contractuels, la capacité à gérer ces concepts-là et à les intégrer dans la filière. Donc, nouveaux concepts, processus de formation des équipes, et on est là pour en parler parce que il faut pouvoir s'en emparer sans être perdu. Et il n'y a rien de pire, parce que, pour citer un autre exemple qu'on a vu il y a 10 ans dans la mise en œuvre des systèmes de digitalisation, de jumeaux numériques, de BIM, dont on a beaucoup parlé. Là, on a vu des gens dire je veux du BIM, mais derrière, ça veut dire quoi? Et souvent, agir ainsi est contre-productif. Donc là aussi, il faut qu'on soit vraiment à côté de nos collaborateurs avec des formations ad hoc pour qu'ils ne soient pas perdus et qu'ils appliquent ce qui est nécessaire au bon moment. Je réagis sur l'aspect de formation des équipes. Ça peut, selon la taille évidemment des structures, mais enfin bon, globalement, ça peut poser la question de savoir comment les former. Est-ce qu'il faut former tout le monde d'un coup? Comment il faut y aller? Puis après, je vous poserai la question sur quelques conseils. Et j'en profite avant que vous apportiez votre réponse pour rappeler à nos internautes qui participent à ce webinaire qu'ils ont la possibilité de vous interroger directement via le chat. Hein. Je relayerai bien sûr les questions. Bien Alors, sûr. comment former? C'est quoi? C'est toutes les équipes face à ces enjeux? C'est toute la difficulté. Je pense que, comme dans toute conduite du changement, il faut afficher une volonté forte. Et donc, cette formation ou cette information passe évidemment par les dirigeants, puisque si les dirigeants ne sont pas convaincus, il est difficile d'entamer un changement de cette amplitude dans une organisation. Et c'est pas les mêmes formations pour tout le monde, parce que vous avez des niveaux d'expertise, de compétences techniques qui vont être différents. On va pas former tout le monde pareil. Il va évidemment falloir former aussi tout le secteur financier, ces nouveaux concepts de directives liées au reporting extra-financier qui font appel à des informations techniques. Donc, vous voyez, là aussi, une convergence entre ce qui était avant purement le rapport financier et maintenant qui devient extra-financier aussi et qui fait appel à des informations techniques. Il faut pouvoir savoir lesquelles demander sans se perdre dans des choses
qui sont pas maîtrisées parce qu'on n'a pas été formé pour. Donc voilà, comprendre les notions, les clés d'entrée, c'est ça. Et puis pour nous, il y a aussi un enjeu extrêmement fort, c'est accompagner nos acquéreurs, qu'ils soient privés, individuels, ou nos investisseurs, ou les bailleurs sociaux avec qui nous travaillons et à qui nous vendons, je le rappelle, hein, quand même, pratiquement 50% de notre production de logements résidentiels collectifs est vendue aux bailleurs sociaux qui permettent de faire du logement social. Donc comment on met en œuvre ce discours qui permet aussi d'alimenter le côté commercial et d'acculturer nos acquéreurs, puisqu'on a aussi un rôle sur le marché, d'acculturer nos acquéreurs sur ces notions de performance environnementale. Donc voilà. Ouais, c'est un point important que vous soulignez là, parce que finalement, si je le comprends bien, aborder correctement les enjeux de transition écologique et énergétique pour les promoteurs immobiliers, c'est d'abord peut-être savoir répondre correctement aux demandes des acquéreurs, et donc voilà, avoir un discours affûté avec derrière toute l'expertise nécessaire pour apporter la bonne solution. C'est bien ça. Bah, On c'est est ça. sur une problématique business Et aussi, si, hein, et c'est un si, global. ouais, absolument, Cyril. Et si je rebondis sur ce qu'a dit Monsieur Bry, le jour où vous avez un acquéreur qui vient vous voir pour acheter un logement, dit je suis embêté, mais c'est vous qui détruisez la forêt, il faut pouvoir leur répondre pas du tout. Au contraire, c'est nous qui préservons la forêt parce que dans notre mise en œuvre d'opération, on intègre du bois fait dans une forêt gérée correctement en France ou en Europe, qu'on est capable de montrer qu'on participe de la filière, ce qui permet d'entretien de forêts, de les faire vivre et au contraire de ne pas les détruire. Vous voyez, c'est ce retournement extrêmement important que tous nos collaborateurs doivent pouvoir être capables de faire dans leur vie de tous les jours avec leur famille et leurs collègues, mais aussi, et je pense que c'est extrêmement important, pour nos commerciaux qui sont en charge de vendre nos appartements. On ne vend plus les appartements, je pense, dans 5 ou 6 ans ou 10 ans comme on les vend aujourd'hui. On vendra Ouais. aussi cette performance environnementale, cette participation au bien commun qui est de préserver nos filières de biosourcés, de forêts, les circuits courts, le recyclage, le réemploi. Et il faut être capable de le montrer. Et c'est ça, je pense, le grand enjeu de formation pour les années à venir, pour nos collaborateurs, c'est d'être capable de montrer qu'ils sont les meilleurs d'Europe. Allez, une dernière question très rapidement. On vient d'aborder finalement les bonnes pratiques, hein, les leviers à actionner pour répondre à ces défis de transition écologique et énergétique. Alors inversement, évidemment, je vous pose la question, quelles sont les attitudes à proscrire? Bah, ce qui est typiquement à proscrire, à mon sens, c'est de faire focaliser une organisation sur un point mineur et de prendre le sujet par le petit bout de la lorgnette avec un impact qui sera faible. Quand j'entends par exemple des gens qui disent je vais sauver la planète parce qu'on va végétaliser les toits de Paris, je me gausse parce que l'impact est ridiculement faible et n'aura pas du tout l'effet qu'escompté au vu des investissements qu'il va falloir mettre en œuvre. Donc il y a aussi une notion, si vous voulez, d'échelle, d'être conscient dans la formation que nous passons de ce que nous faisons, de l'impact que ça a, et de ne pas aller se focaliser sur des performances qui n'auront qu'un effet totalement marginal, avec des coûts très élevés. Et c'est pas du tout rendre service à nos acquéreurs ni à nos investisseurs que d'aller dans ce type de direction. Vraiment, je pense que c'est extrêmement important. Et puis le deuxième écueil où il faut pas se planter, c'est bien faire attention qu'un bâtiment il est localisé quelque part et donc il est dans la formation important d'avoir cette prise en compte du bâtiment dans son territoire, l'impact que ça a sur les mobilités contraintes, les déplacements. Parce que quand on parle d'effets sur l'impact énergétique au carbone, comme je vous disais, le plus gros émetteur de carbone en France, c'est les transports. Et donc, il faut pouvoir, avec la localisation d'immeubles aussi, être en mesure d'agir sur une réduction des transports contraints et donc de diminuer cet impact-là. Donc, vous voyez, ne pas consacrer beaucoup de moyens pour former sur des enjeux microscopiques, mais savoir former sur les différentes échelles et agir là où on a le plus d'impact de manière la plus efficiente.
Merci beaucoup, Franco Vorka, pour cet éclairage et ce partage d'expertise. On retient hein, les points saillants pour engager une démarche réussie et puis les conseils pour éviter les pièges. Merci beaucoup, Franco Merci à Vorka, vous. pour votre témoignage. Je vous propose maintenant de passer la parole aux entreprises pour avoir des cas concrets hein, de mise en œuvre de stratégies autour de la transition écologique et énergétique, souvent d'ailleurs dans un cadre plus global de stratégie RSE. Pour en parler avec nous, nous avons le groupe Altarea avec Éléonore Deveau, qui est directrice RSE, et Ivana Tassotti, qui est DRH et Talent Development. Elle est également présidente de la CPNEFP de branche. Nous avons également Mathieu Nedonchel, voilà, tout le monde me rejoint, c'est impeccable, qui est donc directeur général de la CISN, la coopérative immobilière de Saint-Nazaire. Stéphanie Leclerc, vous êtes chargée de mission RH et RSE du groupe Mas Provence. Et puis enfin, Oriane Leroy-Liberge, directrice de Sully Immobilier. Je vais vous demander à chacune de présenter rapidement la structure que vous représentez, ainsi peut-être qu'un mot de contexte dans lequel s'inscrit la démarche de transition écologique. Peut-être on commence par vous, Ivana Tassotti et Éléonore Deveau. Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous et merci encore pour cette invitation. Ivana Tassotti, comme vous l'avez dit Cyril, je suis en charge du développement RH pour le groupe Altarea. Donc quelques mots sur le groupe Altarea que vous connaissez peut-être. C'est un groupe donc immobilier qui a été créé il y a plus de 30 ans par Alain Taravella, qui a développé un modèle unique, multimarque et multi-activités, commerce, logement, bureau, pour répondre de manière complètement intégrée à tous les besoins de la ville. Pour cela, donc, on s'appuie sur une plateforme de compétences composée de 2000 collaborateurs et on se positionne clairement depuis quelques années comme le leader de la transformation urbaine bas carbone. Donc, quand on a dit ça, on a clairement dit qu'on se positionne comme un acteur majeur de la transition écologique et environnementale. Et c'est pour ça que forcément, je passe la main à Ouais, puis vous allez nous. Bonjour, Éléonore Deveau. Donc vous êtes directrice RSE, hein, c'est bien ça. Ça, bonjour à tous, je suis directrice RSE du groupe Altarea et donc ma mission, c'est effectivement de déployer toutes les actions en matière de transition écologique au sein du groupe Altarea et tout ça, ça rentre dans un cadre structuré qu'on a appelé Tous engagés et qu'on évoquera ultérieurement. Ouais, on va préciser tout ce cadre et la démarche dans laquelle vous êtes engagé. Mathieu Nedonchel, donc je disais, vous êtes directeur général de la coopérative immobilière de Saint-Nazaire, la CISN. Un petit mot sur ce groupe historique, hein, et Oui. qui n'intervient pas que sur Saint-Nazaire, quoi. Non, effectivement. Donc, on est historique puisqu'on existe depuis 1930. On a 3 métiers, la promotion immobilière, mais on a aussi bailleur social et on a aussi des métiers de service immobilier. On exerce notre activité sur la Loire-Atlantique, mais aussi un peu sur les départements limitrophes. On a 130 collaborateurs, voilà, et 500 logements par an. Et pour expliquer rapidement, voilà, peut-être la seconde partie de la question, hein, pourquoi on s'est engagé dans ces démarches de transition. Ça rejoint à la fois une volonté de la direction, qui est une sensibilisation de la direction sur ces enjeux-là, en voulant être pionnier sur le sujet. Et puis d'autre part, ça rejoint aussi des réalités de marché, des évolutions auxquelles il faut s'y attendre. Et donc, on préfère anticiper plutôt que les subir. Ouais, ça rentre en résonance avec ce que vient de nous dire Franco Vorka, hein, sensibilisation, enjeux business réglementaire et évidemment d'abord embarquer l'équipe de direction. Stéphanie Leclerc, pour représenter le groupe Mas Provence, constructeur de maisons individuelles, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc le groupe Mas Provence, constructeur de maisons individuelles depuis 1971. Géographiquement, on rayonne sur tout le bassin méditerranéen de Béziers à Nice et on est à peu près 80-90 collaborateurs. Pour notre part, on va dire que le tournant de la transition écologique, il a été pris surtout avec la mise en place de la RE 2020, ce que Monsieur Ovarka discuté en introduction. Donc c'est vraiment à ce moment-là, avec surtout une volonté aussi de la direction de
de s'embarquer dans une vraie démarche RSE. Et du coup, c'est à ce titre qu'on a créé un poste RH RSE. Voilà, D'accord, très bien. Et puis, Oriane Leroy-Liberge, donc pour Sully Immobilier, une entreprise familiale créée à Orléans. Alors, votre micro est coupé. Bonjour. Voilà. Bonjour. Donc effectivement, Oriane Leroy-Liberge, je suis immobilier. C'est une société créée par mon cher père il y a 30 ans. Je travaille avec mes deux frères et on rayonne un peu sur toute la France entre Nice, Bordeaux, Paris, Grenoble, Lyon, Orléans, Tours-Chartres. Donc on a une bonne vision de ce qui se passe en France. Nous, on a remporté environ 35-36 trophées, dont une bonne partie sur des thèmes de bas carbone, transition énergétique ou bonne gestion de ces thématiques-là. Donc on se base vraiment sur des actes plutôt que sur des paroles, donc on est très engagé là-dessus. Moi, j'ai une casquette d'architecte, donc j'ai beaucoup les pieds dans les chantiers. Et je pense que cette vision très opérationnelle participe à cette bascule. Et on n'a pas attendu que le sujet soit réglementaire, cette transition énergétique soit réglementaire pour se plonger dedans, parce que ce sont des vraies convictions, des convictions familiales. On essaie de gérer en bons parents de famille, et l'idée c'est de loger les gens dans la meilleure façon possible. Et c'est au cœur, c'est pas à côté, c'est au cœur du métier. Ouais, vous avez su anticiper, effectivement, les 36 trophées que vous mentionnez nous montrent bien combien l'entreprise est historiquement positionnée sur le thème de la transition écologique énergétique. J'ajouterai une précision, une quarantaine de salariés pour votre entreprise. Voilà. Écoutez, je vous propose d'entrer vraiment dans le vif du sujet avec des actions vraiment très concrètes qui ont pu être mises en place. Je vais commencer par le groupe Altarea et je vais interroger Léonore Deveau pour qu'on comprenne. Alors, bien sûr, la démarche, vous l'avez signalé tout à l'heure avec cette démarche Tous Engagés, mais quelles ont été finalement vos premières actions et quels étaient les objectifs fixés? Je rejoins ce qui s'est dit précédemment. Effectivement, on n'a pas attendu d'être rattrapé par la réglementation pour se lancer sur le sujet. Le groupe s'est lancé dans sa démarche RSE dès 2009. Avec un peu plusieurs axes qui étaient d'une part de mesurer les impacts, d'autre part de faire de la culturation pour vraiment sensibiliser au sujet, parce que ça a été évoqué précédemment, il faut faire vraiment beaucoup de pédagogie pour que ce soit compris par tout le monde, et puis ensuite de voir comment on pouvait le déployer de manière très opérationnelle. Donc en fait, dès 2010, on a fait notre premier bilan carbone. C'était un peu assez expérimental pour le coup sur la partie promotion encore à l'époque, mais l'objectif c'était de vraiment comprendre où se situait notre impact carbone. C'est ce qui était dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on le sait un petit peu mieux quand même avec la RE 2020, mais à l'époque, on ne le savait pas forcément. Donc, premier bilan carbone, on a fait auditer nos chiffres en 2011, on a mis en place tout un reporting et on s'est mis à travailler aussi en lien beaucoup avec les certifications existantes qui nous donnaient un cadre de travail. Ça s'est fait un peu sur notre partie foncière au début, bien sûr, là ça nous concerne moins, mais parce que c'est plus facile quand vous avez le bâtiment en gestion, mais on l'a très rapidement aussi déployé sur la partie promotion en essayant de travailler sur la conception des bâtiments. Tout cela a suivi son cours, on a formé les gens, etc. En 2017, on a structuré une démarche qui s'appelle Tous Engagés, qui n'a pas qu'un pilier environnemental, parce que pour nous, la démarche est évidemment plus globale, ça s'inscrit dans une démarche RSE plus large. Exactement. Dans laquelle on retrouve la transition écologique. C'est ça, avec une vraie volonté de faire porter ce sujet par les dirigeants, de le faire accepter par eux et ensuite qu'ils portent aussi ce message, notamment dans les événements annuels, dans les publications annuelles. On a vraiment voulu que ce soit, ça a été aussi dit, mais que la performance extra-financière soit associée à la performance financière, parce qu'aujourd'hui, c'est une demande de nos investisseurs, de plus en plus de nos clients. Donc, c'est comme ça qu'on l'a pris à très haut niveau. Et je pense qu'on peut dire, là vous parlez des objectifs, moi j'aurais tendance à dire qu'on était sur une démarche de mesures et de petits pas qui suivaient son cours jusqu'à 2019-2020 où il y a eu vraiment une évolution majeure, il y a eu l'arrivée de la RE 2020 et il y a eu une appropriation du sujet réel par toutes les équipes. C'est passé par des formations assez importantes et des dispositifs en interne que Ivana évoquera, mais à ce moment-là, on s'est vraiment appuyé sur les ACV pour vraiment
comprendre réellement notre impact dans un bâtiment et se mettre des objectifs dans tous nos différents métiers, là où sont les postes d'émissions de CO2 les plus importants. Donc, je pense aux matériaux, à l'énergie du bâtiment, aux déchets, et aussi un point qui n'a pas été évoqué maintenant, le sujet de l'adaptation au changement climatique, parce que c'est aussi un des éléments de la transition. Et donc, en fait, je dirais que depuis à peu près 2019-2020, dans l'ensemble de nos métiers, on a formé les équipes, on y reviendra, et on a des objectifs associés à ces sujets. Donc, soit des objectifs de réduction, soit carrément des changements de mode de conception de nos opérations qui intègrent, par exemple, un cahier des charges confort d'été où il y a 5 actions qu'on doit systématiquement mettre en œuvre adaptées au changement climatique. D'accord, on reviendra évidemment sur ces enjeux formation. Je note qu'il y a une démarche qui est très structurée, qui remplace finalement, qui a été impulsée, enfin démarrée, pas impulsée, mais en tout cas démarrée il y a déjà une quinzaine d'années, qui est une démarche globale avec quelques invariants qui étaient ceux avancés par Franck Hovorka, la mobilisation des dirigeants, etc., l'engagement de l'ensemble des collaborateurs. Mathieu Nedonchel, alors même question, quelles ont été les premières actions spécifiquement sur le volet transition écologique et énergétique? Quelle approche poursuivie? Alors en fait, nous on a commencé à la structurer plus récemment, on a commencé en 2021 et on a eu un axe très fort et qu'on essaye de suivre de façon ininterrompue, c'est vraiment notre axe prioritaire, c'est d'engager une transformation de l'entreprise à travers la sensibilisation des collaborateurs. Notre conviction, c'est qu'il faut d'abord entraîner la prise de conscience, la sensibilisation, l'envie de faire, et qu'ensuite la société sera d'autant plus facile à transformer puisqu'on aura des actions qui viendront de la direction, mais aussi on aura une attente des collaborateurs et beaucoup de propositions de leur part. Donc très concrètement, on est parti par une fresque du climat pour l'ensemble des collaborateurs qu'on a fait en 2021. On a enchaîné à la suivre par un défi qui s'appelle Énergique. C'est une application que vous pouvez trouver qui est téléchargée par l'ensemble des collaborateurs et qui pendant 3 mois organise un certain nombre de défis, de sensibilisation, de défis en groupe, individuel, etc. Ce qui a permis à la fin de faire des remises de prix et qui a été extrêmement bien suivi. Et quand c'était dans la foulée de la fresque du climat, c'est quelque chose qui parfois permet de faire prendre conscience à un certain nombre de collaborateurs de choses. Donc là, on s'enclenche dans des actions et des défis. Ensuite, on avait organisé une journée de personnel dédiée à ces retours-là. On avait fait voter les collaborateurs sur les actions prioritaires qu'ils souhaiteraient mettre en place. Donc, il y a un système de vote. En parallèle, on avait fait un bilan carbone qui permettait d'objectiver les choses et de voir où étaient les vrais enjeux. Le choix qui a été fait par les collaborateurs, même si c'était, et on était tout à fait conscient de ça, minoritaire sur le bilan carbone, ça a été de travailler d'abord sur nos déplacements, mais ça nous semblait intéressant parce que ça permettait d'engager l'ensemble des collaborateurs sur une démarche fédératrice, et puis c'est aussi, on doit aussi montrer l'exemple de ce point de vue-là, donc ce qui nous a occupé dans les mois à suivre. Et puis ensuite, on a continué récemment par l'atelier d'automne pour l'ensemble des collaborateurs qui permet de poursuivre cette sensibilisation en se tournant petit à petit vers l'action. Donc ça, c'est un acte vraiment très fort pour nous, c'est d'embarquer l'ensemble des collaborateurs. Et puis en parallèle, bien sûr, on a engagé un certain nombre d'actions concrètes sur un certain nombre de projets, une organisation aussi de travail qui a pris une accélération, si je puis dire, depuis 1 an, puisqu'on est engagé dans un dispositif financé par l'ADEME et la BPI qui s'appelle Accélérateur de décarbonation. Donc on est la première entreprise de promotion immobilière à être inscrite dans cette démarche-là. Une vingtaine d'entreprises sélectionnées en France et qui est accompagnée dans sa démarche pour pouvoir structurer et accélérer sur la question de la décarbonation. D'accord, très bien. Je vais passer la parole à Oriane Leroy-Liberge. Quelques actions. Bilan carbone peut-être aussi. On a du bilan carbone sur les 2 premiers témoignages. On a des sensibilisations d'équipes. Nous, on a fait aussi un bilan carbone, c'était dans les premières actions et c'était extrêmement pédagogique et la première fois était effectivement une expérimentation, mais plus ça va et plus ça devient une habitude. Je trouve que l'outil est extrêmement intéressant. On a aussi travaillé sur les cycles de vie des bâtiments qui permettent de voir les éléments de A à Z. Moi, je suis très fresque, donc fresque de l'économie circulaire, du climat, de l'eau, du plastique. Ce sont des formats qui laissent rarement indifférents. Ouais, mais alors moi ça me parle, c'est très visuel et c'est ludique, donc c'est un auteur qui me va parfaitement bien.
je crois beaucoup à ce que chaque individu d'entreprise puisse parler et porter elle-même le sujet. Oui. Donc, on fait notamment on a créé une action qui est 1 mètre carré un mètre carré construit, un arbre planté avec une association et du coup en fait il y a de la pédagogie qui vient derrière et on travaille beaucoup avec des documents, des visuels, au-delà d'un cahier des charges effectivement dans les montages des opérations. Au sein de l'équipe, on a des WhatsApp où il y a des fils d'actualité, on s'envoie des éléments dans la cafétéria. Je publie des posters du GIEC ou de rapports ou de gestion de l'eau. Donc ça diffuse par capillarité tous ceux qui viennent, autant des gens de l'intérieur que de l'extérieur. Et mon objectif, c'est que chacun puisse porter la voix et que par des gouttes d'eau, ça diffuse. D'accord, donc finalement c'est une approche où vous privilégiez la diffusion et sensibilisation de manière assez naturelle au sein des équipes. J'ai des gens qui sont à fond et Avec des des gens qui sont déclencheurs, bien sûr. Donc du coup, je prends tout le monde et j'essaie en tout cas d'amener, et c'est un peu le marteau, le petit clou et le marteau, c'est qu'à force ils vont rentrer. Et une très très grande satisfaction, c'est quand j'ai mon directeur technique qui vient me voir et me proposer une solution pour le tri sélectif, alors que je ne lui ai rien demandé, mais qu'il lui-même vient parce qu'il l'a vu dans une publication 6 mois avant, et à un moment, ça s'aligne, l'opération le permet, il le peut, clac, et donc il y a un moment où c'est mûr, et là ça sort, et ça c'est une grande satisfaction. D'accord, ok, oui, c'est clairement un signe d'implication et de motivation pour Stéphanie Leclerc. Comment s'est mise en place cette démarche transition écologique et énergétique? Quels ont été les leviers, puis quelle a été la méthode finalement? Quel est l'esprit de cette La démarche? méthode, en fait, c'était surtout sur l'acculturation et la sensibilisation des collaborateurs. Donc, on a souhaité créer une journée dédiée aux enjeux climatiques, dans laquelle on l'a décomposée d'abord par une fresque du climat et ensuite plutôt une fresque de la construction pour voir quels étaient ce qui était vraiment propre à notre métier, et on a travaillé après en atelier pour faire émerger des groupes de travail qui sont intégrés maintenant dans la démarche RSE par les collaborateurs et portés. Et cette journée, elle a d'abord été proposée et faite à l'équipe encadrante pour la valider. Et ensuite, l'ensemble des collaborateurs, donc sur le premier semestre de l'année 2024, est passé à travailler dans cette formation qu'on a d'ailleurs maintenant intégrée dans le parcours d'intégration des nouveaux collaborateurs. Alors justement, j'en profite, je rebondis par rapport à ce que vous venez de dire, parce que là, on est sur la méthode, on va entrer un peu plus encore dans le concret pour embarquer les équipes, telles que vous venez de nous l'exposer, Stéphanie Leclerc. Tout ça, ça nécessite évidemment un accompagnement avec des actions concrètes en termes de RH et de formation. Je me tourne vers Mathieu Nedonchel, peut-être par rapport à ces enjeux RH formation pour accompagner, pour embarquer l'ensemble des équipes. Comment faire? Qu'est-ce que vous avez fait au niveau de votre entreprise? Alors, pour l'accompagnement, pour mettre en place toutes ces actions de sensibilisation et pour un peu structurer la démarche, on a éprouvé le besoin au bout d'un moment, et je pense que c'est le cas aussi dans les autres entreprises qui témoignent ici, d'avoir une action un peu centralisée avec un chef de projet décarbonation, donc qui est sur une partie de son temps dédié à cette activité-là. Et on a aussi eu recours, et ça peut être intéressant de partager aussi à ceux qui nous écoutent, à un alternant qui bénéficie en plus d'une subvention, d'un système qui s'appelle le VTE vert, qui permet d'être pris en charge une bonne partie par l'ADEME, et qui apporte à la fois un appui de la jeunesse. C'est aussi important, je trouve, dans ces thématiques-là, d'avoir toutes les générations, et c'est l'occasion aussi de faire émerger des jeunes qui parfois, au sein de l'entreprise, sont pas les seniors par définition, mais qui sur ces thématiques-là montent en puissance, se révèlent. Et donc c'est aussi intéressant de s'appuyer sur eux. Et puis autrement, ce qu'on a mis en place, c'est un système un peu de référent, parce qu'on s'est aperçu que les métiers devenaient de plus en plus techniques, ce qui a été dit par le directeur
directeur technique et innovation de l'AFPI, qu'il fallait qu'on monte en compétences et que tout le monde ne pouvait pas monter de façon simultanée sur tous les métiers, tous les domaines. Et donc, on a identifié des référents sur la question du réemploi, des référents sur la question de la biodiversité, des référents sur leur site, etc. et qui sont un peu chargés de s'inscrire dans les réseaux, de faire l'éveil technique et puis surtout de diffuser ce qu'ils peuvent connaître et servir aussi un peu de ressources dans la construction de nos futurs projets. Donc voilà, on a piloté les choses et puis on a décentralisé des compétences en spécialisant les personnes. D'accord, oui, une approche finalement très pragmatique et qui donne largement la main aux équipes, hein, avec ce principe de référent. Oriane Leroy-Liberge, tout à l'heure vous nous parliez d'affiches que vous placardez un peu partout pour sensibiliser. Ça, c'est un moyen d'embarquer tout le monde, hein. Est-ce qu'il y a d'autres médiums pour justement sensibiliser, toucher les collaborateurs? En fait, j'ai développé un écosystème un peu plus large, c'est-à-dire qu'on fréquente des personnes qui n'étaient pas dans notre écosystème initial, des bureaux d'études, des conférenciers, mais ça passe beaucoup par des bureaux d'études notamment, ou des petits acteurs qui essaient de faire des choses, et du coup, à force de se rencontrer, ça crée des réflexions qu'on n'avait pas avant. Donc il y a un écosystème, il y a vraiment un nouvel écosystème à créer. Je me souviens qu'on avait aussi fait des formations autour du biosourcé qui fait interagir les gens. En fait, nous, on essaie vraiment de développer la culture de la curiosité. Donc, être en veille permanente et que les gens soient eux-mêmes porteurs d'idées et peut-être ils vont voir quelque chose à droite et ils vont en parler à gauche. Donc voilà, la culture de la curiosité. On a aussi fait un audit interne sur notre RSE. Et ce qui a permis d'avoir une vision claire nette de notre état, où est-ce qu'on devait aller, à quel objectif temporel, qui, quoi, quand. Donc cet audit était assez fondateur dans notre démarche. On a pu voir tout ce qu'on faisait de bien et là où on était encore très loin. Donc cet audit était assez majeur. D'accord, une culture de la curiosité, je retiens l'expression, je l'aime beaucoup, et puis c'est finalement, vous l'avez dit, hein, c'est aussi actionner les leviers de formation pour développer cette culture interne. Ivana Tassotti, un mot peut-être sur la manière dont Altarea a mis en place, a développé sa vision, peut-être en particulier aussi au travers de formations. Oui, alors il y a effectivement, avant la formation, vous en avez parlé, il y a la notion d'organisation du capital humain. Donc, Éléonore est la matérialisation humaine concrète avec une équipe dédiée à ces thématiques, équipe rattachée à la directrice marketing, RSE, marketing stratégique et innovation du groupe, qui est membre COMEX. Donc, ça situe aussi la thématique au plus près des enjeux du pilotage de la direction générale. Donc ça, c'est un point important à préciser, et avec une équipe dédiée, des collaborateurs experts, avec chacun des casquettes pour répondre à tous ces enjeux. Ensuite, donc ça, c'est sur l'organisation RH, avec vraiment des référents également que tu as positionnés dans chaque direction, chaque marque, donc permettant aussi d'avoir des vrais relais opérationnels par rapport à des orientations données au niveau stratégique. Et après, notre leitmotiv, c'est d'embarquer tous les collaborateurs dans cette dynamique de la transition écologique et environnementale. Alors, nous, on parle plus de RSE, c'est vrai, ça c'est plus dans notre jargon, parce que c'est cette vision globale impliquant beaucoup le capital humain. Et donc, bien évidemment, on a, comme vous l'avez tous fait, ça s'est dit aussi par Mathieu, Oriane, Stéphanie, on a fait tout un programme de formation il y a quelques années qu'on a dispensé à l'ensemble des collaborateurs du groupe. Je tiens à préciser, c'était des modules de formation digitaux qu'on a mis sur une académie digitale, mais qu'on a beaucoup animé et qu'on a créé sur mesure, ultra personnalisé, en donnant de l'acculturation aux collaborateurs, en expliquant ce que c'était, mais surtout comment Altarea s'appropriait ces enjeux et comment, à travers d'exemples très concrets de nos constructions, on prouvait que c'était possible et comment on pouvait aussi aller plus loin. Et là, on a été encore un peu plus loin, c'est en 2021, on a réalisé un accord d'intéressement qui a intégré non seulement des critères financiers, mais aussi des critères extra-financiers
Et dans l'un de ces critères extra-financiers, il y avait le critère climat. Et pour remplir ce critère climat, la condition, c'est que 75% des collaborateurs, plus de 75% d'ailleurs, suivent un module de formation obligatoire qui portait sur le changement climatique, la RE 2020 et puis les engagements forts du groupe. Donc vraiment un gros module qui donnait lieu à une certification interne. Critère qu'on a quand même coché, il faut le dire. Donc, mais vous voyez, on s'est dit, voilà, il faut que le collectif se dise, bah, ça dépend aussi de moi. Voilà. Et puis, bien sûr, là aussi, vous l'avez dit, donc ça aussi, on a créé des modules obligatoires pour tout nouvel arrivant au sein du groupe et on a animé de nombreuses fresques du climat, fresques de l'immobilier durable un peu plus récentes avec justement ton équipe, Éléonore, et on a également formé des formateurs internes du groupe en général, des volontaires qui voulaient devenir formateurs internes. Donc, on a trouvé de tout, des contrôleurs de gestion, de la RH, mais là aussi, de nombreuses fonctions qui ont voulu, eux, investir de leur temps personnel pour former d'autres collègues sur ces sujets de climat. Donc, le résultat, c'est 100% aujourd'hui de collaborateurs chez nous qui sont sensibilisés à minima, avec d'autres plus experts qui ont des modules un peu plus spécifiques. Et voilà. Et puis, clairement, des équipes opérationnelles qui sont très régulièrement challengées pour déployer encore plus d'actions vertes dans leurs opérations. D'accord, merci beaucoup Ivana Tassotti. Je vais passer la parole à Stéphanie Leclerc pour qu'elle nous expose aussi sa démarche concrète avec des actions de formation. Hein. Je crois que sont des actions au titre du FNE, donc menées avec l'OPCO-EP, hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors en termes d'organisation, c'est moi qui suis chargée de mission RH. Qui est chapeauté ça et qui est travaillé en collaboration avec ma conseillère et mon conseiller à l'époque de l'OPCO EP pour le montage du dossier, voilà, la rédaction, parce que bon, le dossier FNE est un petit peu pas compliqué, mais il prend un peu de temps. Il y a une certaine complexité administrative. Hein, voilà. Oui. Voilà. Il faut argumenter, il faut. Une précision peut-être par rapport à cet accompagnement par OPCO-EP. Donc évidemment l'accompagnement sur la constitution du dossier, etc. Est-ce qu'il y a en préalable avec votre conseiller de proximité un échange pour faciliter l'expression des besoins de formation? C'est un peu comme ça aussi. La difficulté peut se poser à ce niveau-là. Rencontres, ils sont il a été d'une grande aide et d'un bon accompagnement pour la constitution du dossier et le suivi. Ok, très bien, merci beaucoup. Alors tous ces efforts autour de la transition écologique et énergétique qu'on vient de mettre en évidence, en particulier sur les questions de montée en compétences, comment ça se traduit? Est-ce que ça se traduit par des effets positifs? Parce que c'est quand même bien l'intention. Alors quand je dis effet positif, il peut s'agir d'effets en termes d'attractivité ou sur les manières de travailler. Stéphanie Leclerc, peut-être un mot par rapport à ça. Vous voyez concrètement un changement. Et puis j'en profite pour poser une deuxième question, donc question à tiroir. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des suites qui sont envisagées aux actions déjà menées? Ouais, alors pour répondre à la première question, en tout cas sur la formation enjeux climatiques, ça n'a pas laissé indifférents les collaborateurs, parce qu'on avait déjà quelques personnes qui étaient assez sensibilisées, mais d'autres qui ne l'étaient pas du tout. Donc ça a un peu remué quand même. C'est donc des actions qui ont été quand même mises en place à la suite de la fresque. On les a pas mesurées encore, mais ça ne saurait tarder. Et pour répondre à votre deuxième question, alors notre métier il est aussi en pleine évolution, parce qu'il y a la construction, mais il y a également la rénovation. Alors d'aujourd'hui, on a des commerciaux, des ingénieurs commerciaux qui sont qui vont devoir évoluer dans leur méthode de vente également, parce que la rénovation c'est un peu différent. Donc il y a tout un nouveau parcours de formation pour les amener à devenir vraiment proactifs aussi dans la rénovation.
D'accord, effectivement, c'est une illustration très concrète des évolutions et de l'importance d'anticiper. Oriane Oui. Leroy-Liberge, même question, des effets déjà constatés par rapport à ce que vous avez mis en place et quelles sont les suites que vous envisagez? Alors nous, il y a une bonne cohésion d'équipe, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ont besoin de sens et on a une très belle équipe. Et donc le fait de travailler sur ces sujets, il y a une satisfaction très forte qui transcende, qui emmène les équipes. Et quand on a des projets, des chantiers pionniers, il y a une fierté qui est partagée et ça donne envie en fait d'aller plus loin. Et il y a une espèce d'accélérateur, c'est que plus on tire le fil, plus on a envie d'en savoir plus. Et donc il y a un effet exponentiel qui est très intéressant au sein de l'équipe et de l'écosystème qui en découle. Donc ça c'est très satisfaisant. Et le sujet de la transition énergétique, il est plus à la marge, il est au cœur du montage. Ça, c'est un peu une évolution de pensée qui me fait très plaisir. Et après, on est promoteur. Donc promoteur, c'est quand même on pense sur le futur. Notre job, c'est d'anticiper les façons de faire, les façons de vivre. Donc on est dans notre job. On doit le faire. Et si on peut le faire avec du sens, c'est important. Donc voilà, pour moi, ça joue beaucoup sur la cohésion de l'équipe et la satisfaction de proposer aux personnes qui vont habiter dans ces logements un logement qui aura déjà incorporé les évolutions de la transition énergétique. D'accord. Et pour l'avenir, à court, moyen, voire long terme, c'est toujours recours à des flex pour me sensibiliser, à des contenus de formation? Il faut former beaucoup les gens, former les gens. J'avoue que le sujet des coûts de ces formations est un vrai frein et que plus il y a d'aides, et elles sont vraiment nécessaires. Mais effectivement, il faut donner des coups d'accélérateur. Voilà, donc c'est pour ça que je suis ouverte à tout mécanisme qui permettrait de former les gens parce que c'est essentiel. Ah ben ça va nous être présenté évidemment par OPCO-EP puisque sur les mécanismes d'accès aux formations, les conseillers de proximité sont là pour accompagner. Avant de passer la parole à l'équipe d'OPCO-EP, Mathieu Nedonchel, je vous pose la même question. Concrètement, vous voyez des effets au quotidien ou en tout cas sur vos activités, sur la façon de travailler? Ouais, on sent des effets. C'est vrai que je reprendrai un certain nombre de mots d'Oriane. Je me retrouve bien dans le propos. C'est qu'en fait, ça crée une dynamique et parce que ça donne du sens en fait à l'action. Nous, petite anecdote, quand il y a un an, on s'est engagé dans l'accélérateur de décarbonation. Il y avait un peu des hésitations au regard du contexte économique. Donc, j'avais posé au comité de direction, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, grosso modo, les opérationnels disaient plutôt non, on n'a pas le temps. Il faut qu'on se concentre sur les difficultés actuelles. Et puis, les services support, plus à dire si, il faut qu'on prépare l'avenir. Et donc, finalement, s'y engagé et je regrette vraiment pas parce que tous ces moments-là, c'est des moments qui permettent de redonner un peu de la visibilité. On parle de 5 ans, 10 ans, on redonne du sens à notre action. On parle des projets futurs. Et ça crée une réelle dynamique et c'est extrêmement positif et ça n'empêche pas du tout, bien au contraire, d'assumer les fonctions quotidiennes et puis le contexte actuel. Donc ça crée vraiment un vrai sentiment de cohésion. Et puis évidemment, pour votre deuxième question, on continue, on va pas s'arrêter, on structure les choses. Là, le sujet actuel qu'on est en train de faire, c'est à la fois structurer notre plan d'action entre les différents référents dont je parlais et puis de mettre en cohérence ces actions-là avec notre trajectoire carbone. On s'est fixé assez simplement, et ça, c'est facile à dire, mais après c'est beaucoup plus dur à faire, le fait d'arriver en 2050 à 2 tonnes par habitant, fixer les 2 tonnes par habitant, donc pour le logement 0,2 tonnes par habitant dans nos logements, ce qui me permet aussi de dire que, et c'est lié aussi à la spécificité de notre groupe, qu'on s'est préoccupé non seulement, on essaye de se préoccuper non seulement des performances carbone et environnementales au mètre carré, mais aussi de l'occupation des logements, parce qu'il y a tout un travail aussi à faire pour limiter notre impact en optimisant nos mètres carrés. Donc voilà la structuration de notre action actuelle. Très bien, merci Mathieu Nedonchel. Ivana Tassotti, un dernier mot concernant les répercussions constatées de votre engagement RSE au sens large et transition écologique énergétique plus particulièrement. Et puis, donc même question, quelle suite? Alors la deuxième question, je la poserai peut-être à Léonore Deveau sur les suites à donner à la démarche. Alors, si vous je réponds à la première. Ok, je réponds vous profitez aussi des deux. Voilà. Ouais, donc moi je dirais que ça a clairement boosté notre attractivité
parce qu'on a beaucoup aussi communiqué. Hein, c'est bien aussi de faire savoir qu'on est engagé dans ces enjeux de la RSE. Et ça rejoint le point qui était soulevé par Emmanuel Brie en ouverture. Trop souvent, peut-être, les efforts ne sont pas connus. Il y a un vrai enjeu de former les plus jeunes publics dès la troisième. Vous savez, les fameux stages de troisième, on dit ça sert à rien. Bah si, en fait, c'est très utile parce que sensibiliser un jeune de troisième sur voilà ce que c'est vraiment la construction d'un logement, à quoi ça sert, comment ça se passe, ça peut créer des vocations. Donc nous, on est convaincus que voilà, en tout cas, nous, ça a boosté aussi l'attractivité par rapport à une population d'alternants qui aujourd'hui sur les forums est beaucoup plus présente, alors qu'avant là, ils allaient vraiment voir les gros stands, mais Altarea, pas forcément, vous voyez. Donc, aujourd'hui, voilà, ça a été un vrai vecteur d'attractivité pour les plus jeunes. Après, voilà, on en est encore qu'au début. Il faut continuer, bien sûr, là aussi, à promouvoir ces métiers-là. Et donc, ça a aussi été, voilà, en interne aussi, notre propre marque employeur interne, puisque c'est une fierté d'appartenance, on le voit, hein, quand on interviewe les collaborateurs, d'appartenir à une entreprise à mission, qui fait plus de 50% de chiffre d'affaires vert. Donc ça, c'est une vraie fierté. Et puis, ça rassure aussi, il ne faut pas se leurrer, nos parties prenantes, nos investisseurs, quand il s'agit aussi d'aller aussi ou sur de la croissance externe ou autre, puisqu'on a aussi investi, et Éléonore en parlera, sur tout ce qui est nouvelles activités, énergie renouvelable notamment, mais je te laisse là. Ouais, alors, Éléonore Deveau, très rapidement, le temps nous presse, mais rapidement, quelques points. Quelles sont les suites prévues? Quelques points. Il y a quelque chose qu'on va continuer, qui est de former toutes les personnes qui parlent à nos clients pour qu'elles soient capables de parler de ces sujets-là, parce que on est évidemment convaincu que la transition écologique c'est majeur, mais il faut aussi être capable de l'exprimer dans la vente, et puis surtout dans une période un peu difficile où ça peut être un élément supplémentaire de discours sur les avantages de nos produits, leur performance énergétique, leur performance carbone. On a formé 450 personnes l'année dernière. Je pense qu'on va continuer à former toutes les personnes chez nous qui parlent aux clients. Et puis après, il s'agit disons que la décarbonation fait maintenant partie du business. La question, c'est de continuer à aller plus loin, continuer à former et à trouver ce modèle qui va allier décarbonation, rentabilité et qualité pour le client. Donc, on est en train d'avancer là-dessus. Je pense qu'on a trouvé un bon produit, un bon mix, mais il faut qu'on continue à le déployer partout et à embarquer tout le monde pour trouver vraiment le modèle économique qui va avec, parce que les exigences carbone sont de plus en plus élevées. Et puis pour terminer là-dessus, effectivement, c'est ce qu'évoquait Ivana, on s'intéresse du coup à des nouveaux business models, des nouvelles activités bas carbone. On travaille sur les infrastructures photovoltaïques. On a une filiale qui ne fait que du bois, qui est Woodéum. Donc pour nous, la transition écologique, ça fait vraiment partie du business et de la stratégie même de l'entreprise. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Éléonore Deveau. Je vais appeler maintenant Karine Brunel, qui est coordinatrice projet d'OPCO-EP, et Cyril Ferret, conseiller appui aux branches professionnelles d'OPCO-EP, pour qu'on puisse avoir un petit aperçu au vu des témoignages que vous venez d'apporter les uns et les autres. Quels sont les accompagnements possibles par les conseillers de proximité? Il en a été question tout à l'heure pour l'activation en particulier de FN Information. Bonjour Karine Brunel, bonjour Cyril Ferret, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout est bon de votre côté? Oui, on vous voit bien, par contre je crois qu'on ne voit pas. Ah, on vous voit pas? Bon. Vous me voyez? Ok. Voilà. Écoutez, bon, l'important c'est d'avoir les propos et les messages qui portent. Karine Brunel, nous venons de voir donc un certain nombre de témoignages d'entreprises avec des actions très concrètes pour relever finalement le défi de la transition écologique et énergétique. C'est pas un défi mince, on en a conscience. On voit que ça signifie globalement des structurations peut-être un peu différentes de l'organisation, en tout cas des évolutions, et puis surtout à la clé des besoins en nouvelles compétences ou en montée en compétences. Alors peut-être un mot tout d'abord sur la manière, je devrais dire plutôt les manières dont OPCO-EP accompagne l'expression des besoins des employeurs.
Alors oui, bonjour à tous et toutes. Vous nous voyez, tout va bien. Alors en fait, nous, on intervient via les conseillers en formation qui sont situés sur l'ensemble des territoires, dont les coordonnées ont été mises dans le chat. Donc les conseillers sont à l'écoute des entreprises à travers un prédiagnostic qui est réalisé en amont, prédiagnostic transition écologique et énergétique, qui à travers un certain nombre de thématiques permettent de balayer un petit peu le degré de réflexion et de maturité des entreprises sur ce sujet. Suite à ça, il y a une discussion qui s'engage avec le conseiller pour pouvoir effectivement orienter au mieux les petites, les entreprises, voilà, pour aller sur un accompagnement qui peut être soit de la sensibilisation, et ça a été beaucoup évoqué lors des précédents témoignages, puisque tous pratiquement ont parlé de fresque du climat. Donc on a justement un sujet qu'on va devoir travailler là-dessus, qui est en cours d'expérimentation, notamment en région Hauts-de-France, à travers un serious game qui vise justement à accompagner et à faire réfléchir les entreprises de différents secteurs d'activité sur un petit peu les impacts du climat sur leur activité. Donc ça, c'est un des sujets effectivement qui va être déployé progressivement dans l'ensemble des régions à partir du mois d'avril. Voilà, donc qui va intéresser les entreprises. Karine, mais le serious game, c'est très intéressant parce que ça, clairement, ça répond à des attentes. Je vois d'ailleurs Oriane Leroy-Liberge qui a un grand sourire et qui hoche, voilà, qui acquiesce. Je crois que ça correspond à une attente. C'est un service qui sera gratuit, ou comment on va y accéder? C'est déjà défini, ça? Alors, ce service-là, effectivement, sera gratuit puisqu'il sera en fait accompagné par les conseillers formation volontaire sur ce sujet-là, de pouvoir animer des petits groupes de travail. Alors ça se met en place de manière assez simple, puisque effectivement il y a une première vidéo qui est proposée, qui concerne en fait plus spécifiquement la région dans laquelle effectivement va se passer l'intervention. Ensuite, il y a un travail qui est fait à travers une petite fresque du climat qui permet en fait aux entreprises déjà de prendre dans un premier temps conscience des impacts du climat sur leur activité. Ils travaillent ensemble pour commencer à regarder en quoi effectivement ça impacte leur activité, et dans un troisième temps, en fait, ils mettent en place, on va dire, une sorte de réflexion, on va dire, sur ce qui pourrait être mis en place rapidement par rapport à ce qui va arriver, on va dire, en 2050. Donc, ça permet juste de se projeter dans le temps de façon à voir de matière un peu rétroactive ce qu'il faut faire tout de suite maintenant pour éviter effectivement qu'on en arrive à des situations qui pourraient être assez dramatiques et qu'on voit malheureusement tous les jours à la télévision. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est assez simple effectivement à mettre en place, et ce dispositif-là il dure à peu près 3 heures. Voilà, on a été accompagné par l'ARACT pour pouvoir effectivement mener ce type d'action, et on prévoit donc de le diffuser sur l'ensemble de territoires à l'issue d'une petite formation qui sera proposée aux conseillers pour pouvoir accompagner ce dispositif-là. Donc ça, c'est gratuit, effectivement. Et puis également, dans les actions qui sont gratuites, vous avez beaucoup parlé de sensibilisation et vous avez raison. On a également, via notre site internet, une plateforme qui s'appelle la plateforme Edflex, dans laquelle on délivre un certain nombre de contenus sur tout ce qui concerne la transition écologique et énergétique, donc qui est accessible via notre site. Je crois que c'est mis dans le chat, voilà. Vous avez effectivement la possibilité, donc via une petite inscription très rapide, de pouvoir accéder à l'ensemble des ressources donc, qui peuvent être accessibles aussi bien au niveau des salariés que des dirigeants d'entreprise qui veulent un peu s'acculturer sur ce sujet. Donc effectivement, tout ce qui a été dit, c'est l'importance de la sensibilisation, et c'est très bien parce qu'en fait, c'est tout le travail qu'on essaye de faire, nous, au niveau de COEP, à travers la valorisation de nos ressources. Donc voilà. Et puis ensuite, parce que j'ai pas beaucoup de temps, je crois, il y a toute une partie aussi accompagnement d'entreprise. Donc, vous avez aussi évoqué les changements que ces impacts généraient dans les entreprises, changements d'organisation notamment, qui peuvent être parfois nécessaires avant de mettre en place des formations. Et pour ce faire, on a, les entreprises vont avoir la possibilité de pouvoir mettre en place un diagnostic accompagnement conseil qui va être porté par des prestataires qui ont été sélectionnés par OCOEP par voie d'appel d'offres, de façon à pouvoir être accompagnés en 5 à 7 jours pour commencer à poser un premier diagnostic et voir une co-construction d'un plan d'action de façon à mettre très rapidement en place les premières actions
qui vont permettre d'être rapidement efficaces, on va dire. Hein. Alors, ce qui n'empêche pas qu'il peut y avoir une suite, mais en tout cas, au niveau de PEP, on prévoit déjà cet accompagnement-là qui sera possible d'être déployé donc dans les territoires, on va dire à partir de pareil mars-avril à peu près. Hein. Ça, c'est un deuxième niveau d'intervention. Troisième niveau d'intervention, c'est effectivement, on l'a dit, sur la formation. Donc, sur ce volet-là, vous avez les formations individuelles pour lesquelles vous pouvez, selon les régions, parfois bénéficier de cofinancements qui sont portés dans les régions. Donc, pour ce faire, il faut effectivement faire appel aux conseillers dans les différentes régions qui concernent l'implantation des entreprises pour qu'ils puissent vous accompagner au montage du projet, parce qu'effectivement, au niveau administratif, c'est parfois un petit peu lourd. Voilà, donc différents types de cofinancement qui peuvent être variables selon les régions. On a parlé du FNE, mais il y a aussi d'autres financements, conseils régionaux. Donc, c'est faut simplement aller vers le conseiller pour qu'il explicite un petit peu ce qui va être le plus adapté à la fois aux besoins de l'entreprise en fonction du projet et également les possibilités de cofinancement existantes pour effectivement réduire la part de l'entreprise en termes d'investissement formation. Donc ça, c'est pour la partie action individuelle. Il va y avoir à partir de la rentrée du mois de septembre un petit package, on va dire, de formation transition écologique, hein, donc dans le cadre des actions clés en main, pour lesquelles on va faire un appel d'offres et qui sera mis à disposition de l'ensemble des entreprises, tout secteur d'activité, sur différentes thématiques, dont certaines peuvent déjà vous intéresser. Je pense par exemple à l'éco-conduite, hein, c'est ce qui me vient en tête, mais il y a eu d'autres thématiques qui ont effectivement été validées par les partenaires sociaux. Donc ça, c'est une deuxième possibilité d'action, et une troisième possibilité aussi qui peut exister dans certaines branches, c'est ce qu'on appelle les actions prioritaires de branche. La branche peut effectivement aussi définir des thématiques d'action qui peuvent être mises en place et prioritaires pour elle. Voilà un peu les trois niveaux d'intervention, donc sensibilisation, accompagnement, formation. Ouais, donc une palette large des accompagnements possibles. Je retiens en particulier le fait que finalement un conseil, c'est aller sur le terrain, voir le conseiller de proximité au COEP. Bon, c'est pas un guichet unique, mais on n'est pas loin, parce qu'en fait, il peut actionner les aides pour locaux, mais il peut aussi renseigner sur les aides disponibles au titre de la région, au titre de l'ADEME, etc., etc. Donc c'est quand même c'est le référent finalement. Hein, voilà, le réflexe à avoir, c'est de se tourner vers lui. Alors vous avez parlé évidemment de la formation, et j'en profite pour rebondir par rapport à ces enjeux, ces actions formation, sur la dimension alternance qui occupe quand même évidemment clairement au COEP. Cyril Ferret, peut-être un mot par rapport à ça. Une dimension, un levier de la transition écologique et énergétique a été mentionné tout à l'heure par Mathieu Neudonchel. On est clairement avec quelque chose qui peut se révéler intéressant. Bonjour à tous. Oui, effectivement. Alors, ça me permet de rebondir avec ce qui a été dit, c'est-à-dire la sensibilisation sur aussi du jeune public, mais pas que, parce que forcément, l'alternance n'est pas ouverte que à un jeune public. Alors, effectivement, j'ai vu passer dans le chat les primaires. Alors, nous, on pourra pas aller sur de si jeunes publics, mais en l'occurrence, juste pour avoir une idée, le secteur, l'alternance en fait dans le cadre de la branche professionnelle de la promotion immobilière, c'est à peu près 1600 actions qui ont été faites sur l'année 2024, dont 93% qui ont été faites au titre de l'apprentissage. Voilà, donc c'est relativement important en termes d'investissement. Vous retrouverez donc dans les livrables, comme l'avait introduit Emmanuel Ray en introduction, mais également sur le site de l'OPCO et de la FPI, l'état des lieux de l'offre de formation qui a été identifiée dans le cadre de l'étude TE qui a été réalisée. À l'intérieur, vous avez 23 certifications professionnelles qui sont identifiées, avec plus ou moins de degrés sur la transition écologique et énergétique, mais il faut savoir qu'elles sont principalement ouvertes aussi à l'apprentissage. Donc, surtout dans les phases de conception du coup et de pilotage, parce qu'on a retenu les 4 phases d'un projet de la promotion immobilière pour établir du coup l'étude. Et à l'avenir, pour conclure, parce que je sais qu'il nous reste peu de temps, il y a un maintien qui est essentiel en fait entre les organismes de formation qui délivrent du coup ces certifications professionnelles et également, comme vous l'avez bien dit Cyril, la branche professionnelle qui est un acteur fondamental du coup dans ce sujet de la transition écologique et énergétique. Voilà en synthèse de ce qu'on pouvait dire sur l'alternance. Parfait. Merci beaucoup Cyril Ferret, merci Karine Brunel. Je remercie également l'ensemble de nos intervenants
pour les témoignages entreprises. Merci beaucoup pour la qualité de ces échanges. Nous allons passer à la conclusion de ce webinaire. Je vais appeler Emmanuel Ray pour un mot et faire la transition finalement par rapport aux propos que vient de tenir Cyril Ferret. Emmanuel Ray va nous éclairer sur les actions menées par la branche concernant le volet formation. Alors un mot peut-être sur Emmanuel Ray, sur l'offre de formation disponible pour accompagner les entreprises, toujours évidemment sur ce sujet, transition écologique énergétique. Est-ce que l'offre suit? Est-ce qu'on peut dire, parce qu'on a besoin d'expertise, de compétences, il y a tous ces enjeux-là. Mais aujourd'hui, est-ce que du côté de l'offre, qu'en est-il? On l'a pas interrogé jusqu'à présent, on a interrogé les besoins. Alors effectivement, l'offre aujourd'hui, elle est en cours, elle suit finalement la même dynamique que les acteurs. Ce qui fait que, on l'a entendu notamment dans les témoignages d'entreprise, on est dans une mise en mouvement finalement. Et aujourd'hui, on a, grâce à l'étude, posé un socle avec des outils mis en place, avec les livrables qui ont été produits, que ce soit la note d'analyse, la note d'impact, un outil d'actualisation des référentiels de compétences des différents métiers opérationnels de la promotion immobilière pour voir finalement assez finement les compétences qui sont à faire évoluer, un état des lieux finalement des formations existantes. Cyril Ferret a mentionné les formations longues et certifiantes qui ont été identifiées et qui vont être suivies justement sur ce volet transition écologique pour que la dynamique se poursuive, mais aussi l'offre de formation, j'ai envie de dire professionnelle, plus courte, qui a été photographiée et sur lesquelles on a un état des lieux à un instant T, mais qui va être amené à se développer, à se déployer plus massivement et à rentrer dans cette dynamique. Par exemple, on est sur l'AFPI pousse et propose des modules de formation courts et on a aujourd'hui une vingtaine de modules de formation à destination des promoteurs immobiliers ou des acteurs de l'écosystème qui sont proposés, mais on est toujours en train de travailler sur de nouvelles thématiques et de nouveaux modules. Donc bien évidemment, on a déjà une offre sur la réglementation environnementale 2020, l'analyse du cycle de vie, l'usage des nouveaux matériaux, la gestion des déchets, etc. Mais on est en train de travailler et de renforcer notre offre sur, par exemple, une formation sur les volets contractuels ou assurantiels des opérations de rénovation et réhabilitation de bâtiments qui va sortir dans quelques temps. Ou encore sur le développement des projets photovoltaïques, pour reprendre des activités qui ont été évoquées dans les témoignages d'entreprise. Donc aujourd'hui, on a des outils qui permettent d'y voir clair et on est dans une vraie dynamique et un vrai déploiement. Et c'est assez enthousiasmant de s'inscrire dans cette dynamique-là. Eh bien, écoutez, Emmanuel Ray, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin, cet enthousiasme et ce dynamisme avec la branche qui se mobilise, notamment, et dans toutes les entreprises, on l'a vu. Merci beaucoup, Emmanuel Ray. Je en profite pour remercier évidemment l'ensemble des intervenants de ce webinaire. Et je vous signale qu'il vous sera très rapidement proposé un replay pour revoir donc les différentes séquences qui nous ont intéressés pendant la bonne heure qu'on a passée ensemble. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire d'Opco EP sur la transition écologique et énergétique. On vous enverra bien évidemment les invitations très rapidement. Merci à toutes et à tous.